Un beau matin, tu te réveilles et tu apprends que Anthropic a sorti un nouveau modèle, pas une mise à jour de plus, mais bien un véritable saut technologique. Ni une ni deux, tu ouvres ton portefeuille et là, scène d'horreur. Ta plus grosse position, une société aux fondamentaux exceptionnels, sur laquelle tu as accumulé avec discipline pendant des années, ouvre à moins 40%, pas à cause d'un scandale, pas à cause d'une fraude, mais parce que le marché vient de comprendre que son business model était remis en cause. On va pas se mentir, on vit une période qui est incroyable. Les modèles d'IA qui sont capables des prouesses qu'on connaît aujourd'hui ont commencé à être développés il y a moins de 10 ans. Tout est allé extrêmement vite. Ça a un côté excitant puisque ça ouvre complètement le champ des possibles en termes de productivité, de découverte scientifique, etc., etc. Malheureusement, il y a aussi un côté sombre, notamment le fait que toute révolution technologique ait son lot de disruption. C'est pour ça que quand l'incertitude technologique devient radicale comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment, la seule vraie protection pour un investisseur, eh bien, on la trouve dans des business qui sont ancrés dans le monde réel. Aujourd'hui, je vous présente 5 exemples de sociétés de qualité qu'on peut conserver sur le long terme sans avoir peur de se réveiller un jour en apprenant que le business est devenu obsolète. Évidemment, on va troquer un peu de croissance, mais en échange, on va gagner quelque chose de rare en bourse, la sérénité. Allez, on est parti. Donc l'idée aujourd'hui pour moi, c'était de prendre un peu le contre-pied de ce qui se passe actuellement en vous proposant des idées d'investissement un peu différentes dans des secteurs qui sont parfois peu mis en avant en bourse. Et pour que les résultats soient les plus intéressants possibles et pour pimenter un peu l'exercice, je me suis imposé certains critères. Déjà, j'ai exclu les sociétés qui bénéficient des investissements autour de l'IA, par exemple ASML, parce que c'est un peu de la triche. Je veux des sociétés qui aient un avantage compétitif, qui puissent protéger l'entreprise pendant les 20 prochaines années minimum. Côté croissance, je ne demande pas la lune, mais je veux à minima qu'il y ait des perspectives raisonnables à long terme. Donc vous n'allez pas retrouver aujourd'hui des boîtes dans des secteurs en déclin comme des pétrolières par exemple. Je veux une marge opérationnelle de 15% minimum, un endettement raisonnable, c'est-à-dire une dette nette sur free cash flow inférieure ou égale à 4, et je me suis fixé un plafond en termes de valorisation, pas plus de 40 fois les derniers free cash flow retraités des SBC. Alors ça peut paraître élevé, mais le marché étant cher actuellement, je voulais pas non plus que ça pénalise trop de boîtes intéressantes pour l'exercice. Allez, on a assez parlé, on commence avec notre première valeur. Il s'agit du groupe hôtelier Intercontinental. Donc IHG aujourd'hui, c'est le 6e groupe hôtelier au monde en termes de taille. Ils ont à la fois des hôtels de luxe avec Intercontinental, Kimpton, Hôtel Indigo, mais ils sont aussi présents sur le segment premium avec Crowne Plaza par exemple, et surtout très présents sur le milieu de gamme avec Holiday Inn. À fin 2025, c'était plus de 6800 hôtels dans plus de 100 pays différents. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils fonctionnent principalement sur un modèle de franchise, donc ils prêtent leur marque et leur concept à des entrepreneurs, et en retour, ils touchent des royalties. Et même quand ce ne sont pas des hôtels franchisés, ils se contentent la plupart du temps de la gestion de l'hôtel uniquement, en contrepartie de laquelle ils touchent des management fees. Donc dans les deux cas, c'est un modèle très peu intensif en capital, donc très scalable. Ils nous disent d'ailleurs qu'ils ont plus de 2300 hôtels en projet, dont 40% déjà en construction. Voilà, les autres points notés, c'est qu'en plus d'avoir un portefeuille de marques fortes sur plusieurs segments, ils sont également bien diversifiés géographiquement, avec environ 50% des chambres sur le continent américain, 20% en Chine et 30% pour le reste. Et ils ont, sauf erreur, le programme de fidélité le plus fourni, après celui de Marriott et de Hilton, avec plus de 145 millions de membres à travers le monde. D'un point de vue financier, vous voyez que le revenu a été relativement variable sur ces 20 dernières années. On a une belle croissance jusqu'en 2008, ensuite on a les effets de la crise, puis à partir de 2015, les conséquences de leurs multiples acquisitions qui sont venues ajouter du revenu, les impacts du Covid en 2020 et 2021 et un rattrapage à partir de 2022. Donc même si c'est pas la croissance la plus régulière, le principal c'est que la tendance à long terme soit bonne. Vous noterez aussi que depuis 20 ans, le niveau de marge opérationnelle est resté largement acceptable. Même en 2020, année noire pour le secteur, le résultat opérationnel était positif. Ça, c'est un signe fort qui montre la résilience de leur modèle et de leur marque. Les hôtels, c'est quelque chose dont on aura toujours besoin et je vais même aller plus loin. Je pense que c'est quelque chose dont on aura encore plus besoin dans le futur. J'ai tendance à penser que plus on va avancer technologiquement parlant, plus le virtuel sera commun, donc moins il aura de la valeur. Et à l'inverse, les expériences réelles, les expériences humaines auront, elles, beaucoup plus de valeur. Ce qui fait que normalement, les gens dépenseront plus en proportion pour des voyages, des séjours. Et un groupe hôtelier avec des marques fortes et une implantation globale comme Intercontinental sera parfaitement positionné pour capter une partie de cette valeur.
Sur les 12 derniers mois, ils ont généré 750 millions de dollars de free cash flow à une market cap de 22 milliards, ça fait un multiple de 29 fois, ce qui n'est pas totalement déconnecté des fondamentaux que l'on voit aujourd'hui. On continue dans le concret avec la chaîne de restauration rapide Chipotle, un dossier dont on a pas mal entendu parler en 2025 puisque le cours a été divisé par 2 suite à un net ralentissement de la croissance. Malgré la baisse, ça se paye encore 32 fois les free cash flow 2025. La raison, c'est que ça reste, je pense, un pari très intéressant à long terme dans un secteur qui est très peu cyclique. Tout d'abord, ils ont un créneau qui est intéressant à mi-chemin entre un fast-food sain, genre bar à salade, et un fast-food plaisir. Une de leurs phrases, c'est des plats préparés avec des ingrédients de grande qualité et délicieux, servis rapidement à des prix abordables. Là-dedans, tu sens qu'il y a un vrai souci de la satisfaction client. C'est en partie ce qui explique qu'aujourd'hui, ils aient une marque très forte et une base de clients très engagée. Je crois avoir lu que leur programme de fidélité avait environ 40 millions de membres. Et donc, cette force de la marque et du concept, c'est ce qui explique qu'ils sont capables de pratiquer des prix bien plus élevés que la moyenne des fast-foods. Ils ont également une approche très moderne axée autour de l'optimisation. Il y a 3 ans, ils ont investi dans des robots pour faire le guacamole et l'assemblage des bols dans certains restaurants. Depuis 2018, ils ont mis en place la Chipotlane, un système de drive où le client vient récupérer son plat qu'il a commandé via le site ou l'application Chipotle. Il n'y a pas de borne ou de prise de commande comme dans un drive classique, ce qui fait que ils arrivent à avoir un débit beaucoup plus élevé pendant les heures de pointe. En moyenne, il faut seulement 30 secondes au client pour récupérer sa commande. Très peu d'attente, donc l'expérience client, elle est meilleure. Et le panier moyen est plus élevé quand les clients commandent via l'application, notamment grâce à toutes les suggestions qui sont faites dans l'application. Donc ça paraît banal, mais ça leur a permis de booster le chiffre d'affaires et les marges des restaurants équipés. Résultat, 80% des restaurants qui ouvrent aujourd'hui disposent de cette Chipotlane. Tous les éléments dont on vient de parler, plus les nombreuses ouvertures de restaurants, ça leur permet d'afficher des niveaux de marge élevés pour le secteur. On a une marge brute autour de 25% et une marge opérationnelle autour des 15%. Il faut savoir quand même qu'ils ne sont pas sur un modèle de franchise contrairement à d'autres chaînes de restauration rapide et que matières premières plus charge de personnel plus loyer, c'est déjà 60% du revenu, donc il reste plus grand chose après ça. En plus d'être très bons opérationnellement, ils sont exemplaires dans l'allocation du capital, c'est-à-dire qu'ils réinvestissent une portion significative et croissante du cash qu'ils génèrent pour améliorer le restaurant existant et surtout pour en ouvrir de nouveaux. Ils en ont ouvert 345 en 2025 et ils comptent en ouvrir entre 350 et 370 en 2026, essentiellement aux États-Unis et au Canada. Et avec l'excédent de cash, ils font des rachats d'actions. En 2025 d'ailleurs, ils ont racheté plus que n'importe quelle autre année, quasi 2,5 milliards de dollars de buybacks, ce qui leur a permis de réduire le nombre d'actions en circulation de 4%. Bref, la marque est forte, ils ont une base de clients engagés, ils ont encore pas mal de croissance à aller chercher. Il y a encore de la place pour des gains d'efficience et ils réinvestissent leur cash de manière disciplinée. Si je devais parier sur une chaîne de restaurants pour les 20 prochaines années, je pense que ça serait eux. On continue avec une société dans un secteur sur lequel on peut compter à long terme, celui de la santé, mais pas n'importe laquelle, la santé animale. Zoetis, c'est le laboratoire pharmaceutique leader dans cette industrie. À la base, c'était la division santé animale de chez Pfizer. Ils ont été détachés en 2013, donc c'est relativement récent. De base, je suis pas un grand fan du modèle des labos pharmaceutiques. Je trouve que le ratio risque-rendement, il est souvent défavorable. Mais avec Zoetis, c'est un peu différent. Pourquoi ? Parce que le secteur de la santé animale, il est moins régulé que celui de la santé humaine. Il y a beaucoup moins de pression sur les prix des médicaments pour les animaux. La phase de R&D sur les traitements pour animaux, elle est plus rapide. Les essais sont moins massifs. Donc, les investissements nécessaires en amont sont plus faibles. D'après ce que je comprends, les brevets couvrent aussi davantage de choses que sur la santé humaine et l'érosion avec l'arrivée des génériques est beaucoup moins forte, beaucoup moins rapide puisque les marchés sont beaucoup plus petits. Et le marché des médicaments et des vaccins vétérinaires est beaucoup plus concentré. On est quasiment sur un oligopole où Zoetis a une position dominante. Une de leurs grandes forces, c'est d'être très diversifié en termes de produits. À fin 2024, ils avaient 17 blockbusters, c'est-à-dire des produits avec lesquels ils génèrent au moins 100 millions de dollars de revenus annuels. Ces blockbusters, ils appartiennent à différentes catégories de produits. Il y a des anti-infectieux, des produits pour la peau, pour la douleur, mais aussi des antiparasites et des vaccins. Et ils sont également diversifiés en termes d'animaux servis. Donc les 2/3 du revenu, c'est chiens et chats, mais il y a aussi des traitements pour les chevaux, les animaux d'élevage, etc.
Du côté de la croissance, vous voyez qu'on est sur quelque chose de modéré mais de régulier. C'est dû principalement à leur division animaux de compagnie qui est très peu cyclique et en croissance. Ça, c'est un gros point fort de leur modèle. Et pour ce qui est des marges, c'est très solide et très constant. 70% de marge brute, 35% de marge opérationnelle. Et là, idem, ils bénéficient d'un pricing power fort sur les médicaments pour chiens et chats. Les gens ont de plus en plus d'animaux de compagnie et leur place est de plus en plus importante dans la famille. Donc, ils sont prêts à dépenser plus pour le bien-être de leur animal. Résultat, les niveaux de marge de ces traitements sont en moyenne plus élevés. Il faut quand même toucher un mot sur un des sujets principaux depuis un an sur ce dossier, c'est le scandale autour d'un de leurs produits, le Librela. Donc le Librela, c'est un médicament pour les chiens qui souffrent d'arthrose. Le médicament est efficace, le gros problème c'est que beaucoup de personnes ont relaté des effets secondaires graves chez leurs chiens, dont de l'ataxie, des convulsions, de la parésie, de l'incontinence, etc., pouvant même aller parfois jusqu'au décès. Et c'est d'autant plus grave que ça n'a visiblement pas été détecté pendant la phase d'essai clinique et que les vétérinaires qui ont prescrit ces traitements n'étaient pas au courant. Donc ça soulève quand même plusieurs questions. J'ai dit que la phase d'essai clinique était plus light que pour les humains, c'est peut-être pas anodin. Ce genre de scandale, c'est quand même un sacré mauvais coup de pub pour le labo. Il y a un risque que la marque Zoetis soit entachée. Bref, il faut veiller à ce que ce genre d'événement ne se reproduise pas, logique. Heureusement pour les actionnaires, en termes d'impact financier, c'est relativement limité puisqu'on l'a dit, ils sont bien diversifiés. Actuellement, Zoetis, ça se paye seulement 24 fois les free cash flow, un prix qui paraît très correct compte tenu de l'avantage compétitif et des perspectives de croissance à long terme. En plus, que ce soit santé humaine ou animale, je pense que les labos pharmaceutiques font partie des acteurs qui sont les mieux positionnés pour tirer avantage des avancées dans l'IA. Ça pourrait leur servir à minimiser les coûts de R&D par exemple, tout en maximisant le nombre de découvertes. Et dans le même temps, ils font aussi partie de ceux qui ont le moins de chances d'en subir les conséquences négatives, puisque l'industrie pharmaceutique, ça reste quelque chose de physique. De manière générale, je pense que le secteur de la santé, même s'il n'est pas à son prime actuellement, c'est vraiment le genre d'investissement à considérer dans un portefeuille à long terme. Allez, on change de registre pour la valeur suivante. Il s'agit d'un dossier beaucoup moins connu, Advanced Drainage Systems, ADS. Alors le nom annonce un peu la couleur. C'est une société américaine qui vend en gros des tuyaux et autres équipements pour évacuer la pluie et pour l'assainissement. Quand quelque chose est construit, que ce soit un lotissement, une route, un parking, etc., eh bien, on enfouit systématiquement des centaines, voire des milliers de mètres de tuyaux qui vont servir soit à évacuer l'eau en cas de pluie ou à évacuer les eaux usées. Parfois, il faut aussi pouvoir stocker cette eau. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ADS intervient. Les produits que l'entreprise fabrique n'ont rien de sexy, mais ils sont essentiels au secteur de la construction aux États-Unis. Leur recette du succès, elle a rien de révolutionnaire, honnêtement. Déjà, c'est des produits reconnus pour leur qualité et leur fiabilité. On est sur du Made in USA ou du Made in Canada. Leurs produits ils sont faits en plastique dur, donc HDPE ou polypropylène. Ils ne font pas tout ce qui est béton, métal, etc. Donc, en plus d'avoir un avantage en termes de coût, ce sont des produits plus faciles et rapides à installer pour les clients. Et justement, le deuxième point, c'est qu'ils sont reconnus pour la qualité de leur service. Ils ont leur propre site de distribution et leur propre flotte de camions, ce qui leur permet d'aller livrer directement leurs produits sur les chantiers dans des délais courts. Forcément, c'est quelque chose qui est très apprécié de leurs clients. D'ailleurs, ils ont des relations étroites avec les grandes sociétés de construction aux États-Unis. Ils travaillent avec une majorité des 20 plus importantes, c'est ce qu'ils nous disent sur la slide. Ils bossent aussi beaucoup avec des cabinets de conseil spécialisés dans le bâtiment et ils ont également leurs entrées auprès de certains organismes publics, type les départements du transport de nombreux États. Et ça vient du fait, je pense, qu'ils sont compliant avec la réglementation et qui produisent aux États-Unis. Du côté de la croissance, ce qu'on observe, c'est que c'était relativement stable dans les années 2010 et ils ont eu une forte croissance de 2020 à 2023, portée notamment par le boom immobilier post-Covid aux États-Unis et portée aussi par le contexte inflationniste à partir de 2021 où l'entreprise, comme beaucoup d'autres, a augmenté ses prix de manière significative. D'ailleurs, quand on regarde les marges, on voit un net saut en 2021 où pour la première fois, on a une marge opérationnelle au-dessus des 10% et ces dernières années, on était carrément au-dessus des 20%, donc quelque chose de très solide. Ce qu'ils font aussi pour réduire le coût de fabrication, c'est qu'ils utilisent de plus en plus de plastique recyclé, donc notamment pour les tuyaux. J'ai lu d'ailleurs qu'ils utilisaient un peu moins de 300 000 tonnes de plastique recyclé chaque année, c'est pas mal. Actuellement, l'action se paye relativement cher, puisque c'est 36 fois les free cash flow de 2025, mais c'est vrai qu'à long terme, les perspectives sont plutôt bonnes. Déjà, ils devraient bénéficier de deux tendances long terme. La première, c'est l'évolution des normes dans la construction aux États-Unis,
qui va dans le sens de construire des bâtiments et des systèmes de plus en plus intelligents, dans lesquels forcément les produits d'ADS s'inscrivent. Et le deuxième point, c'est qu'ils devraient profiter des conséquences du dérèglement climatique. Les phénomènes météo extrêmes, notamment les très fortes pluies, c'est un sujet qui concerne de plus en plus d'Américains. Et je pense qu'on ne se trompe pas trop si on dit que les investissements pour s'en protéger vont aller en augmentant dans les 20 prochaines années. En plus de ça, ils ont un levier intéressant avec la croissance externe. C'est quelque chose qu'ils ont déjà fait à plusieurs reprises, soit pour renforcer leur position dans une région, soit pour élargir leur portefeuille de produits. Et c'est exactement ce qui se passe avec la dernière en date. Début février, ils ont annoncé qu'ils avaient complété l'acquisition pour $1 million de National Diversified Sales, la filiale de gestion de l'eau de l'entreprise allemande Norma Group. Bref, ADS, c'est une société qui est très bien positionnée sur un segment de marché essentiel à une industrie qui ne va pas disparaître demain. Ils ont des perspectives de croissance correctes, donc à long terme, c'est un pari qui certes n'est pas sexy, mais qui peut payer et grâce auquel on peut dormir sur nos deux oreilles. Et enfin, la cinquième valeur, on peut la ranger dans la catégorie des atypiques, c'est Old Dominion Freight Line, une société de transport routier fondée et toujours détenue en partie aujourd'hui par la famille Kangdon. Avant de vous expliquer rapidement ce qu'ils font, je vous propose de commencer par quelques chiffres qui illustrent assez bien en quoi c'est une société spéciale du point de vue de la performance. Donc côté marché, la société a été introduite en bourse en 91. À ce moment-là, une action valait moins de 60 centimes. Aujourd'hui, elle en vaut près de $200, ce qui fait une performance annualisée de 18% depuis 91. Sur les 20 dernières années, le revenu a une croissance de 8,5% par an en moyenne, ce qui est correct. Et pour ce qui est des marges, l'évolution que l'on voit sur le graphique, c'est pas du tout celle d'une société de transport routier normalement. 40% de marge brute, 25% de marge opérationnelle. Si j'avais dû deviner de quel type de boîte il s'agissait à l'aveugle, j'aurais jamais dit bien entendu une boîte de transport, puisque c'est une industrie difficile où le service est une commodité. Old Dominion, c'est un véritable cas d'étude pour ce qui est de la qualité de service et de l'excellence opérationnelle. Ils ont un taux de livraison à l'heure de 99%, un taux de litige de seulement 0,1%. Et ça fait 16 ans de suite d'ailleurs qu'ils sont nommés transporteurs de l'année aux États-Unis en termes de qualité de service, c'est pas un hasard. Et donc la société est spécialisée dans ce qu'on appelle le LTL, Less Than Truckload, par opposition au FTL, Full Truckload. Le LTL, ça consiste en gros à transporter de petits lots de marchandises qui ne nécessitent pas tout l'espace d'un semi-remorque, mais à la fois qui sont trop gros pour être considérés comme des colis. Ça signifie que dans ton camion, tu as le chargement de plusieurs clients que tu dois livrer à des adresses différentes. Autrement dit, la complexité opérationnelle est beaucoup plus élevée que sur du transport routier classique. Pourquoi ? Parce que tu dois maximiser le remplissage de ton camion le plus souvent possible. Pour ça, il faut avoir une vision très précise des volumes qui transitent quotidiennement entre une zone A et une zone B. Tes plateformes logistiques, elles doivent être stratégiquement positionnées. Il faut gérer les multiples arrêts quotidiens, les chargements, déchargements, retrait des palettes, etc. Tout en ayant une gestion du timing parfaite. Et il faut avoir une connaissance profonde de tes niveaux de coûts pour pouvoir offrir un prix juste et qui te permette d'être rentable. Pour moi, le LTL, c'est un peu au transport ce que le segment excès et surplus est à l'assurance. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Kinsale, tu es sur quelque chose de beaucoup plus complexe que personne ne veut trop faire, mais tu peux facturer plus si tu es capable de délivrer un niveau de service supérieur. En parlant de facturer plus, Old Dominion, ils ont un positionnement qui est premium. Donc pour leur niveau de service au top, ils sont capables de charger un prix bien supérieur à la concurrence. Juste avant, on a vu l'impressionnante évolution des niveaux de marge. Ça signifie qu'ils ont du pricing power. Le graphique qu'on voit à l'écran là le montre aussi. Aujourd'hui, ils ont un revenu par chargement 75% supérieur par rapport à ce qu'ils facturaient il y a 10 ans. Ils sont également reconnus pour avoir une allocation du capital exemplaire puisque l'entreprise réinvestit une portion significative du cash généré dans le business, principalement dans deux choses, de nouveaux camions et dans de nouvelles plateformes logistiques aux quatre coins des États-Unis, alors même que le nombre de plateformes au global sector est en diminution ces 10 dernières années, suite à des faillites ou à des fusions-acquisitions. Et du coup, ça crée des opportunités pour Old Dominion de continuer à s'implanter dans de nouvelles zones. Avec l'excédent de cash, ils versent un petit dividende et surtout, ils rachètent leurs propres actions et en plus,
il est time pas trop mal, j'ai l'impression, puisque 2022 et 2024, ça correspond à 2 années où il y a eu de fortes baisses du cours. Après une année 2025 qui a été compliquée en bourse, le cours est bien remonté puisqu'on est quasi à plus 50% depuis fin novembre dernier. À la capitalisation actuelle, la société se paye 37 fois les free cash flow 2025. Et donc, quand on essaye de se projeter pour voir ce que la société pourrait donner en termes de performance future, pour moi, il y a 2 questions à adresser. La première, c'est la question de l'impact de l'arrivée des camions autonomes sur leur business. Et la deuxième, c'est la question des perspectives de croissance. Quel levier exactement ils ont à leur disposition pour continuer à croître. Concernant les camions autonomes, il y a des entreprises qui sont déjà sur le coup, c'est vrai, mais ça va nettement moins vite que pour les taxis. Il y a des barrières encore plus importantes en termes de sécurité, d'assurance et de responsabilité notamment. Ce qu'il faut retenir, c'est que Old Dominion, ils sont relativement protégés parce que le LTL, c'est structurellement bien plus difficile à robotiser que le transport longue distance, on va dire standard. On l'a dit, tous les jours, il y a des arrêts multiples. Il y a pas mal d'interventions humaines, chargement, déchargement, des imprévus clients, etc. Donc que des trucs qu'un robot aurait beaucoup de mal à gérer. Pour ce qui est des levées de croissance dans les 20 prochaines années, on l'a vu, ils continuent de réinvestir de manière consistante dans des camions et des nouvelles plateformes. Donc ça, plus leur qualité de service exceptionnelle, ça devrait leur permettre de continuer à grappiller des parts de marché dans les prochaines années. Pour rappel, aujourd'hui, ils sont numéro 2 derrière FedEx aux États-Unis, mais ils ont seulement 12% de parts de marché. C'est un marché qui est relativement éclaté entre de nombreux acteurs, donc il y a de la place à ce niveau-là. Et deuxième point, ils ont du pricing power et ils vont probablement continuer à augmenter leur prix à un rythme supérieur à l'inflation, ce qui devrait soutenir la croissance. J'ai pas forcément l'impression qu'ils aient trop abusé pour l'instant de leur pouvoir d'augmentation des prix. Et ça va avec un aspect que j'aime beaucoup chez eux, c'est cette culture du long terme, du fait que c'est un business qui continue à être géré par la famille qui l'a fondé. Même si David Condon n'est plus CEO depuis 2018, il reste néanmoins très impliqué puisqu'il est executive chairman et qu'il possède, au même titre que les autres membres de la famille, une partie de l'entreprise. Et ça, on aime. Voilà, je vous ai présenté 5 idées qui pour moi changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et qui très probablement ne souffriront pas de ce qui pourrait se passer avec l'IA. Dites-moi en commentaire lesquels vous préférez. J'en ai sélectionné 5, mais il y en a des tas d'autres qui rentrent dans ces critères-là. Vous en avez d'ailleurs sûrement d'autres en tête. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Encore une fois, merci pour votre fidélité. On se dit à très vite. C'était Romain. Ciao.